Bonjour Céline, Hello Anastasia. tu vas bien? Ouais, super. Ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'ai plein de questions pour toi, une très longue liste. Certaines vont peut-être te paraître un peu naïves, un peu basiques, mais l'objectif c'est de démystifier, vulgariser plein de sujets qui peuvent paraître complexes autour de l'IA et d'autres sujets un peu plus techniques et entrepreneuriales. Mais avant tout ça, je vais bien commencer par toi et par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci encore pour l'invitation. Et pour dire quelques mots sur moi, donc je suis parisienne, née à Paris. Et j'ai tout de suite aimé les maths, l'informatique et ensuite l'intelligence artificielle. En parallèle de mes études, j'étais mannequin international. Mhm. Donc, comme je disais, j'ai étudié les maths, l'informatique et l'intelligence artificielle à Paris. Et du coup, ce monde de la mode m'a permis de voyager. Donc, j'ai pu habiter un peu Mhm. à New York, en Europe, et aussi un peu à Tokyo, au Japon. Et après ça, j'ai découvert que j'étais entrepreneur. Mhm. Donc, j'ai monté une première start-up. J'ai lancé 3 solutions qui utilisaient l'intelligence artificielle un peu en avance, je dirais même Mhm. par rapport à mon temps, puisque j'avais démarré voilà, l'activité en 2018. Et après, j'ai créé une autre entreprise qui fournit de la donnée qui s'appelle My Data Machine. Mhm. Et une activité de conseil aussi depuis 2024, un peu plus récente. Incroyable, tu étais vraiment en avance de phase. En 2018, c'était pas du tout encore le buzzword l'IA, on n'en entendait pas parler de partout. Ton expérience en mannequinat, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est un domaine tellement différent et très peu connu pour moi, par exemple. Donc, comment Ouais. c'était? Alors, le mannequinat, c'était vraiment une grosse expérience. Donc, ça a duré 4 ans, de Mhm. 2015 à 2019. Et en fait, en 2015, j'ai été signée par IMG Models, qui est vraiment une des Mhm. top agences à l'échelle internationale. Et assez rapidement, je me suis retrouvée sur la Fashion Week. Donc, j'ai été, on dit, launch, donc sur la Fashion Mhm. Week de 2016, Fall-Winter. Mhm. Donc, en gros, en février, enfin janvier, janvier 2016, j'ai fait mon premier défilé. Fin 2015, j'ai fait mes premiers shootings. Et ensuite, bon, bah, j'ai fait les Fashion Week, des shootings pendant 4 ans. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes très talentueuses, des marques que j'apprécie beaucoup, Mhm. avec qui, par exemple, j'ai travaillé pour Hermès, j'ai travaillé pour Victoria Beckham, j'ai travaillé pour Tory Burch aux États-Unis. J'ai Mhm. rencontré vraiment des personnes magnifiques, Mhm. intéressantes. Ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport au monde de l'informatique. Donc, c'était vraiment une approche complémentaire, je pense, Mhm. pour moi, de pouvoir découvrir ce monde un peu Incroyable. plus créatif, même beaucoup plus créatif. Mhm. J'ai aussi, en fait, j'avais toujours voulu voyager Mhm. et pas trop eu l'opportunité de le faire Ouais. auparavant. Donc, j'ai pu voyager beaucoup quand on est mannequin international. En fait, Mhm. on prend des avions très souvent. Bon, c'est pas super pour l'empreinte écologique. En revanche, ça apporte beaucoup sur la. Je pense que ça fait beaucoup grandir de voyager. T'avais quel âge quand t'as commencé le mannequin? Assez tard, en fait, j'ai commencé à 21 ans. Ah oui, tard. Très tard. C'est tard, c'est vrai, dans le domaine. Ok. Ah ouais, ouais, Ah, c'est super tard. La plupart des filles, elles commencent à 16 ans. ok. Et franchement, déjà, commencer à 21 ans, c'était une sacrée expérience parce Mhm. qu'à 21 ans, tu débarques à New York, par exemple. Mhm. Je me souviens de quand je suis arrivée à New York pour la première fois, il y avait une tempête de neige. J'arrive, je trouve un appart et genre que j'avais réservé moi-même parce que j'étais déjà très indépendante, je voulais pas que mon agence Mhm. réserve mon appart pour Mhm. moi et je voulais vraiment choisir. Et là, j'arrive dans un appart horrible. J'étais dégoûtée en face du métro à Williamsburg, Mhm. vraiment genre en face des rails de métro passés. Et ça, bien sûr, c'était pas du tout visible Mhm. dans l'annonce. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça New York. Et le gars de Airbnb, genre trop bizarre et tout. Donc, te dire, tu te retrouves dans une ville où tu connais personne Mhm. à 21 ans, franchement, c'est déjà, je trouve tôt. Mais j'imagine pour d'autres personnes qui arrivent encore plus tôt dans d'autres villes où elles connaissent Mhm. personne, ça fait beaucoup grandir. Donc, C'est vrai que ça fait un peu écho. Pour moi, je suis arrivée à Paris à 21 ans. C'était d'une manière plus douce, je pense, mais quand même, ça fait un sacré choc de construire comme ça ta vie toute seule dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Donc, ok, super expérience. Et ouais. ensuite, tu passes de mannequinat à l'entrepreneuriat. Ouais. Comment ça se fait? Ouais, donc en fait, quand j'étais mannequin, j'étais en même temps en train de découvrir le monde de l'IA. Mhm. Grâce à des stages, Ouais, par comment? exemple en labo de recherche. Ok. Mhm. J'avais quand même fait une pause de 6 mois Mhm. pendant ma carrière pour faire ma carrière de mannequin, Mhm. pour faire un stage en labo de recherche, Mhm. parce que je trouvais ça important, quoi, de Mhm. valider Bien son stage. sûr. Mhm. Et j'avais aussi fait des petites expérimentations de mon côté. En fait, je codais pas mal, même beaucoup plus, je dirais Ok. même que
la plupart des gens dans ma promo. Mmh. Peut-être le fait, tu vois, de voyager pas mal et du coup d'avoir du temps à Mmh. attendre dans les aéroports et tout. OK, c'est ça le secret, en fait, tu rien à faire dans les aéroports. C'est comme ça que tu as codé, la première boîte. Ouais, un peu. Donc j'ai expérimenté comme ça. Mmh mh. Et en fait, j'ai eu plein d'idées qui sont venues. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps à prendre en photo les mannequins? Pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps à essayer les vêtements des tonnes de fois? Et en Mmh. fait, à chaque problème, je voyais des solutions que l'intelligence Mmh. artificielle pouvait nous apporter, OK. notamment l'IA visuelle, parce que moi j'étais assez orientée visuelle, image et tout. Mmh mh. Et c'est comme ça que j'ai eu des premières idées. J'ai commencé à coder des premières solutions Mmh. pour tester un peu. J'en ai parlé autour de moi. Et en fait, il se trouve que j'ai eu des gens qui étaient partants pour tester mes solutions, payer. Et Mmh. là, je me suis dit, ah, mais cool, en fait, c'est ça, monter un business, OK. monter une boîte. Mais moi, je connaissais zéro entrepreneur à ce moment-là. Mmh mh. Mmh. Donc, j'ai dû chercher dans mon network. J'ai recherché dans les networks que j'avais en tant qu'étudiante s'il n'y avait pas des gens qui connaissaient des gens qui avaient créé leur entreprise. Et Mmh. là, je suis tombée sur un ami à moi maintenant qui s'appelle Alexandre Strelevich Mmh. et qui a monté une boîte qui s'appelle Kimetrix. Mmh. Et en fait, ça m'a permis de me dire, ah, en fait, c'est possible. Je lui ai posé plein de OK. questions. OK, Et voilà. trop bien. Mm. Et c'était quoi ta première solution, que tu as proposée, aux clients? Alors, la première, c'était même avant de créer ma boîte, c'était en fait une solution qui permettait de faire du gros hacking sur Mmh. les réseaux sociaux. OK. Donc, en fait, à partir de ton compte Instagram, Mmh. tu pouvais accroître ta visibilité, Mmh. envoyer automatiquement des messages à des Mmh. prospects et ensuite les entraîner vers des ventes sur ton site de e-commerce. Donc c'était les messages automatiques, les commentaires automatiques, les follow, des choses comme ça. OK. Les Ça marche bots, plus trop maintenant. les bots Instagram. Ouais. C'était, belle époque. Une belle époque jusqu'à Ouais. ce qu'Instagram Mmh mh. fasse Mmh un mh. gros forcing Ouais. anti-bot et Mmh que mh. du Mmh coup, mh. Mmh. j'étais contente d'avoir OK. pivoté avant. OK. Et tu as pivoté ensuite vers ce qui est devenu Eva Engines. Ouais, c'est ça, OK. exactement. Et ça, c'était quoi? Alors en fait, moi, j'avais vraiment cette vision de l'IA générative, la digitalisation du process de création de vêtements. Donc, se Mmh. dire, à partir d'un dessin, on peut créer en digital, en double digital avec de l'IA Mmh. générative Mmh. pour voir le produit, ses matières, etc., très rapidement. Mmh. Et donc, je voulais un peu devenir la meilleure solution qui te permet de visualiser tes vêtements réalistes, de manière réaliste, tu vois. Mmh. Donc l'idée, c'est en fait de moins le faire sur les vraies personnes, mais plus de créer une sorte de copie, digitale. Je vulgarise à voir ce que tu as fait et avoir ce modèle pour voir qu'est-ce que ça donne, potentiellement dans la vraie vie sur la vraie personne Ouais. et ça permet d'accélérer, c'est ça? De faire, plus vite, plus simple? C'est ça permet exactement, c'est ça, c'est bien ce que tu as dit, ça permet d'accélérer le processus de création. Mmh. Parce qu'on sait que un des enjeux des marques, c'est vraiment d'écourter au maximum ce lead time, le time Mmh. to market, Mmh. et aussi d'éviter le gaspillage de matière. En fait, OK. l'idée, c'est de se dire, Mmh. demain, les acheteurs, ils vont pouvoir acheter directement sur les visuels qui seront hyper réalistes, Mmh. et on fabrique le produit après, OK. presque, tu vois. Enfin, c'était un peu, voilà, je voulais un peu tendre vers ce modèle-là. Et en fait, cette solution, elle demandait beaucoup de R&D. Mmh. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai une solution de prête déjà que je peux lancer en attendant. OK. Du coup, j'avais lancé une première solution avant de lancer cette solution-là, qui était un peu en mode R&D, parce que Mmh. franchement, entraîner des modèles génératifs, c'était assez long à ce moment-là. OK. Il fallait parfois 6 semaines pour entraîner un modèle, et Mmh. ensuite regarder les résultats, et Mmh. après réitérer. Donc, t'imagines qu'avec des itérations de 6 Mmh. semaines en tant que start-up, Ouais. 1 mois et demi par modèle, bon, bah, j'avais besoin d'acheter un peu du temps. OK. Et C'est donc, plus long que de faire encore avec les vraies matières, en fait? Non, alors ça, c'est pour la partie entraînement de modèle. OK. Mmh. Donc, c'est pour créer ma solution. OK. Mais une fois qu'elle est créée, ma solution, Faut la tester. elle est testée et elle Serré. fonctionne en temps réel, tu vois. Mmh. Mmh. Mais quand tu entraînes un modèle d'intelligence artificielle, Mmh. tu as toute une phase d'entraînement Mmh. où tu vas avoir un dataset d'entraînement, donc des images d'entraînement dans mon cas. Mmh. Et ces images, elles doivent être vues par le modèle. Mmh. Et en fait, c'est ce temps où elle voit les images, elle apprend, elle est optimisée avec des algorithmes. Bon, désolé, c'est un peu technique, avec des algorithmes d'optimisation. Mmh. Et tout ce temps-là, ça correspond à 6 semaines. Mais une fois que ton modèle il est entraîné, donc Mhm. au bout des 6 semaines, tu regardes si les résultats sont bons ou mauvais. Ouais. Mmh. Et le jour où ils sont bons, tu te dis, bon, bah super, ce modèle il est bon, peut- on l'utilise en production ou on l'utilise en test, puis après en production. Et en fait, ce modèle-là, il va être utilisable, juste tu l'utilises en temps réel. Et je fais juste une digression sur l'entraînement des modèles pour bien expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, tu montres les images au modèle. Il doit reconnaître si, par exemple, c'est, je sais pas, un jean ou c'est de la soie, c'est une robe, des choses comme ça. Et tu vérifies
c'est bien reconnu? Est-ce que c'est comme ça que ça marche, plus ou moins? Oui, alors ça peut marcher comme ça pour certains types de modèles. Mmh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de modèles, donc Mmh. différents types d'architecture et donc différents types d'applications. Mmh. Moi, dans mon cas, j'apprenais à des modèles d'intelligence artificielle de passer du dessin Ah, mmh. à une photo ou même une 3D. Une 3D d'une pièce, enfin, D'une pièce de vêtement, de ouais, c'est vêtement. ça. Mmh. D'un vêtement et même Mmh. vêtement porté. Donc OK. en fait, moi, je devais passer du dessin à cette image réaliste. Et Mmh. donc moi, l'entraînement, c'était regarder si les images réalistes, elles étaient réalistes et elles correspondaient aussi au OK. produit de base. Parce que si tu mets un OK. dessin de t-shirt OK, et que OK. ça te ressort un pantalon, OK. bah t'es mal parti, tu vois. OK, OK. Et parfois, ça Mmh. fait ça au début de l'entraînement. OK. Bon, depuis, il y avait des Mmh. grosses améliorations sur les modèles, Mmh. donc t'as pas Mmh. forcément besoin d'autant de temps Mmh. d'entraînement. Mmh. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2018, 2019, 2020, Mmh. franchement, ça mettait du temps, tu vois. Et en plus, Bien tu avais un serveur que tu prenais parce qu'il te fallait des cartes graphiques. sûr. Mmh. Moi, j'avais un serveur chez moi avec des cartes graphiques. Maintenant, d'ailleurs, elles sont totalement dépassées. C'était les 2080 Ti de Nvidia. Mmh. Et en fait, j'utilisais des serveurs en cloud dans tous les pays où je pouvais. Genre, j'en avais un qui était en train de s'entraîner en Europe, un aux États-Unis et tout. Incroyable. Et du coup, j'ai arrivé à entraîner plusieurs modèles en parallèle. Et sur quel dataset tu le faisais? Les dessins, tu les prenais où? Bah, en fait, ça, c'est une question qui m'amène à ma boîte actuelle. Mmh. Quand j'ai créé le premier dataset de vêtements, je l'ai créé moi-même avec, en fait un logiciel d'informatique. Mhm. Et en fait, je me suis aperçue que les pixels, ils n'étaient pas assez bons. OK. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je partais de l'image finale, Mhm. donc la photo ou bien la 3D en fonction des cas, Mmh. et je redessinais le vêtement de base. Mmh. Sauf que les dessins que je faisais avec de l'informatique, ils n'étaient pas assez bons. Et puis moi-même, je ne suis pas une designer, Mmh. j'ai pas toute cette connaissance du textile. Donc Mhm. en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté une équipe de designers Mmh. pour faire mes dessins. OK. Et que je l'ai recruté en fait dans ce qui devient aujourd'hui ma nouvelle boîte, My Mhm. Data Machine. Ok. Et c'est pour ça que j'ai créé une boîte dans la data, Mmh. parce que j'avais besoin de la data en fait. Parce que c'est ça, en fait, au final, le nerf de la guerre, c'est les datas, comment tu les entraînes et quand tu crées les modèles derrière, du coup. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a des modèles qui sont, pour la plupart, les architectures, elles sont open source. Mmh. Après, tu as des modèles qui sont entraînés déjà, que Mhm. tu peux déjà utiliser pour pas avoir à refaire tout l'entraînement, parce Mhm. qu'il durerait vraiment très longtemps. Tu vois, Mhm, là, je t'ai mhm. dit 6 semaines, mais je pense qu'il y a des modèles, c'est des mois d'entraînement. Mhm. Et en fait, après, tu peux fine-tuner, donc réentraîner ces modèles Mhm. sur tes propres données, tes propres cas qui sont un peu spécifiques. OK. Ouais. Et si on revient sur Eva Engines, du coup, qu'est-ce qui s'est passé et comment, par exemple, tu as vendu ton premier cas, ton premier modèle au client? Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé sur Eva Engine, c'est que du coup, j'ai sorti un autre software en Ouais. attendant que mes modèles soient prêts. Et c'était un software de scouting et de casting de mannequins. OK. Donc, avec de la reconnaissance faciale, Mhm. où en fait, tu mettais une image, par exemple, de Kate Moss, Mhm. et tu cherchais dans ta base de données, en quelques clics, Mhm. les personnes qui ressemblaient à Mhm. Kate Moss. OK. Et du coup, ça t'aidait pour les castings. Et ça, en fait, mes premiers clients, c'était les agences de mannequins, OK. que je connaissais très bien. Mhm. coup. Mhm. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire rentrer du cash, parce que cette solution, Mhm. je l'avais faite un peu pour le fun à la base, Mhm. et en fait, faire rentrer du cash avec des premiers clients en attendant que l'autre solution soit Ok. prête. Et tu l'as vendu combien à ton premier client? Franchement, pas très cher. J'ai vendu, tu vois, un peu moins de 1 000 € par mois. Mhm. Honnêtement, à Ah, mais cette quand même. époque-là, j'avais un peu du mal à pricer. Mhm. Depuis, j'ai un peu plus pratiqué, donc Mhm. j'arrive un peu mieux. Mais ouais, du coup, c'était un peu au feeling, Ok. les premiers abonnements. OK. Et du coup, c'était quoi la suite de l'aventure, Eva? Vous avez sorti le modèle que tu entraînais? Ouais, donc en fait, on l'a sorti. On a eu des premiers clients pilotes. Mhm. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. On a bossé avec des premiers clients pilotes, voilà, sur cette application. On avait aussi toute une communauté de bêta-testeurs qui étaient des étudiants en mode, qui utilisaient Ok. la solution. Donc, Mhm. dans plusieurs écoles, on avait fait un partenariat avec The Digital Fashion Group. Mhm. Et eux, ils avaient plein d'étudiants à travers le monde. Donc, on avait des gens qui testaient aux quatre coins du Mhm. monde, dans les villes un peu de mode, je dirais, mais pas seulement. Et on a pris les retours. Mais quand même, on sentait que les marques et nos prospects n'étaient pas tout à fait prêts à passer le cap de l'investissement sur cette solution. Mhm. C'était un peu tôt. C'était en 2020 OK. qu'on a fait le lancement. Mhm. Et honnêtement, je pense qu'on l'aurait sorti un peu plus tard, ça aurait été un peu mieux, parce que Mm. les marques, elles connaissaient pas du tout
l'IA générative. Elle comprenait pas, surtout les designers, ils avaient du mal à percevoir que oui, c'est possible de créer des images avec de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, quand tu es une startup, tu as vraiment besoin de cash. Et donc, nous, on sentait que si on voulait continuer, il fallait qu'on réinvestisse dans la boîte. Donc, on a fait un pré-seed. Ok. L'idée, c'était d'aller récupérer des premiers clients sur cette solution. On a fait des pilotes avec des marques, dont certains étaient bien sûr payants. Mais à la suite de ça, on n'a eu aucun client qui se sont dit « Ok, on y va, on continue au step 2 ». Et donc, c'était un peu l'idée de se dire « Est-ce qu'on va chercher un nouveau round, sachant qu'on n'a pas de métriques à part des étudiants qui utilisent des premiers pilotes mais qui n'ont pas débouché sur un client ». Et donc, en fait, on a fait le choix d'arrêter la route, l'aventure, parce que on n'avait pas assez de métriques, à mon sens, pour lever un nouveau round. Comment tu rebondis après ça? Franchement, c'était pas évident. Alors, heureusement, j'avais créé en parallèle l'entreprise de data. Ah, tu as déjà commencé en parallèle. Ouais. Donc, tu avais déjà la suite. Ouais, en fait, j'avais créé cette entreprise comme une filiale, tu vois, qui nous aidait sur Eva Engines, parce qu'en fait, on pouvait avoir des data à prix très, très bas par rapport à la compétition. C'était... tout le monde me disait comment t'as fait pour avoir ces datasets, c'est incroyable. Et du coup, j'avais en fait une équipe de designers. Et cette équipe, elle avait grandi. Petit à petit, on a eu des autres clients, surtout dans des entreprises fashion tech, qui avaient aussi besoin d'entraîner des modèles sur des cas très spécifiques de mode. Et en fait, ça a quand même été dur parce que c'était un peu mon bébé, tu vois. Eva Engine, c'était assez dur. Moi, je me suis dit... J'arrête le mannequinat pour me lancer dans cette aventure. Je vais revenir dans le monde de la mode avec une solution pour aider tout le monde et transformer l'industrie. Et finalement, tout ça s'est arrêté quand j'ai fermé la boîte. Puis même, c'est un peu... J'ai quand même vécu un échec, tu vois. Je me suis dit, OK, là, je peux pas dire que c'est une réussite. C'est un échec, tu vois. Franchement, j'ai eu du mal à me lever un peu pendant quelques jours, mais finalement, c'est passé assez rapidement. Je pense que... Enfin, assez rapidement. Ça m'a forgé de pas avoir peur de l'échec, parce qu'au final, c'était un peu le pire. Non, ça aurait pu être pire, tu vois, parce qu'on s'en est sorti sans dette. Il n'y a pas eu de... Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait de se dire, OK... C'était un peu ma raison de vivre et ça s'est arrêté. Même si j'avais une autre boîte. Bon, alors ça, c'était bien parce que du coup, financièrement, My Data Machine avait déjà commencé à générer du revenu. On était profitable. Donc financièrement, j'avais pas vraiment de problème. Donc ça, c'était quand même une plutôt bonne nouvelle. Mais par contre, sur la partie... la raison qui te fait lever le matin, j'étais un peu mal. Et petit à petit, j'ai trouvé un nouvel équilibre avec My Data Machine. J'ai aussi passé un peu de temps à faire du sport. Je pense que j'avais besoin de me changer les idées. Je me suis mise au triathlon un petit moment. Et ça m'a aidé à trouver un autre équilibre personnel. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et maintenant, avec le recul, je me dis que en fait, c'est génial parce que j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait faire pour pour limiter un échec et récupérer un peu les choses positives. Parce que finalement, de Eva Engines, tu vois, on a eu une grosse notoriété quand même. On a été finaliste du prix LVMH, Andam, Innovation Awards, Plug and Play, on faisait partie du batch. Donc en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai pu pitcher à beaucoup d'investisseurs, j'ai pu comprendre beaucoup de choses que j'aurais pas compris sans Eva Engines. Donc c'était quand même une expérience qui m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que bon, le fait que ça s'arrête, c'est quand même compliqué, tu vois. Il y a eu des moments où je recevais toujours des messages. Est-ce que ça te dirait de venir pitcher Eva Engines à notre événement? Ça fait mal au cœur. La boîte est fermée, sinon j'aurais bien aimé, tu vois. C'est quand même assez compliqué comme situation. Mais bon, tu laisses un peu le temps passer et ça se tasse un petit peu. Et puis en fait, tu te rends compte de toutes les choses positives que ça t'a apporté. C'est un peu la meilleure façon de faire un échec, j'ai l'impression. T'as appris plein de choses, t'as rencontré plein de gens, t'as appris comment tu ferais ton prochain projet. Et en plus, le prochain projet, il était déjà là en parallèle et il générait du cash. Franchement, t'as bien géré ton échec en vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai eu de la chance finalement. Trop bien. Je pense pas que c'est uniquement de la chance, mais trop bien. Bravo. Et donc, My Data Machine, aujourd'hui, explique-nous un peu l'offre du coup de My Data Machine. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui aux entreprises qui viennent te voir? Oui, alors en fait, l'histoire de My Data Machine, c'est donc on l'a créée en 2021 avec un associé indien. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et on a créé la boîte sans
sans s'être vus en vrai. Comment vous avez fait? Déjà que je trouve que c'est dur de trouver, un cofondateur, dans la vie réelle. Mmh. C'est dur de se lancer avec les gens que tu connais, avec les amis, ça c'est un autre risque aussi, par exemple. Comment tu as fait, pourquoi tu as su que tu peux faire confiance à cette personne et que vous êtes alignés sur la vision des choses? Bah, en fait, tu vois, on y allait étape par étape. Mmh. Au démarrage, le premier test qu'on a fait, la première étape, c'était livrer un dataset pour Eva Engines. OK. On a commencé par un petit nombre de données, tu vois? Je sais Mmh. plus, c'était quelques milliers. Ça a Mmh bien mh. marché. On Mmh. s'est dit: «Bon, bah, on va aller en faire plus». Mmh. Ça a bien marché. Après, j'ai eu un autre client. On s'est dit: «Bon, bah, est-ce que ça va marcher?» Tu vois? Mmh. En fait, qu'est-ce que je risquais au final à m'associer avec Mmh quelqu'un que je mh, mmh. connaissais pas? J'ai pas, tu vois, j'ai pas pris vraiment de risques. Mmh. OK, à un moment, on a dû, mettre un capital en commun et tout, Mmh. mais en fait, on a d'abord commencé à travailler ensemble. On a vu qu'on était complémentaires. On a vu que ça se passait bien. On a Mmh. vu qu'on s'entendait bien. On se connaissait déjà avant, en fait, mais sur les réseaux sociaux uniquement. OK. Avant de créer, l'activité. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on se disait que ce serait sympa de travailler ensemble un jour, même si j'avoue que j'avais un peu du mal à y croire, mais je me disais: «Pourquoi pas?» Et finalement, tu vois, l'entrepreneuriat, a dépassé, les limites, Ouais. des frontières Mmh. et des zones géographiques. Vous vous êtes rencontrés dans la vraie vie maintenant? Ouais, on OK. s'est déjà vu plusieurs fois maintenant et OK. finalement, Mmh. la réalité correspond Mmh. bien à ce qu'on s'était imaginé, dans notre relation, à distance, on va Mmh dire. mh. Mmh. Et ouais, franchement, ça se passe bien. Donc voilà, ça, c'est un peu pour la jeunesse de My Data Mmh. Machine. Mmh. Notre offre, et en fait, ce qui est assez drôle avant de passer à l'offre, c'est que au démarrage, c'est pas que je croyais pas à la boîte, mais Mmh. je mettais pas trop d'énergie, tu vois? Mmh. En fait, pour moi, je voulais que ce soit une filiale qui m'aide à avoir de la donnée, de manière, Mmh. pas chère et aussi je voulais que ce soit bien sûr une entreprise, bah, qui fasse quand même rentrer de l'argent pour, pouvoir, permettre à tout le monde, voilà, enfin à l'entreprise de vivre. Mais pour moi, mon bébé, c'était Eva Engines, tu vois? Ouais, ouais. Et en fait, après, je me rends compte que My Data Machine me permet de vivre Mmh. et être une entreprise, profitable, Mmh. là où Eva Engines perd de l'argent OK. et donc ne génère un chiffre d'affaires plus bas, tu Mmh vois? mh. Mmh. Donc je me dis: «Ah ouais, c'était quand même, c'est fou». Je m'y attendais pas, tu vois? OK. Et en fait, après ça, bah, on a eu des clients, mais pareil, j'y croyais pas trop, tu vois? Je sais pas pourquoi j'avais un peu du mal à franchement, j'avais un peu du mal à y croire, donc ça a passé C'est un fou, petit peu. même toi, la fondatrice, tu y croyais moyen, et pourtant, c'était vraiment le truc qu'il fallait lancer. Ouais, donc il y a eu un peu une période, tu vois, où on a Mmh. laissé l'affaire un peu, Mmh. vivoter, OK. je dirais. OK. On avait des clients, qui étaient contents, mais tu vois, Mmh. on poussait pas vraiment, sur, la recherche, de nouveaux clients et tout. Mmh. Et puis moi, je passais par ma phase un peu de déprime, Ouais. de Eva Mmh. Engines. Mmh. Et en fait, petit à petit, surtout depuis, je dirais 2023, Mmh. la demande s'est vraiment accélérée, tu vois? OK. Je pense que les entreprises, elles se sont dit: «OK, l'IA, c'est maintenant». Ouais. On a été contacté par beaucoup de personnes qui Ouais. me connaissaient parce Mmh. que j'étais, du coup, sur Eva Engines et après qui ont vu que j'avais créé cette entreprise de data Mmh. et j'ai senti que, c'était plus comme avant, quoi, qu'il y avait vraiment, Ça y est, maintenant le timing était aligné avec ta vision. ouais, c'est ça. Enfin, OK. Et donc, là, c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait plus de traction, le marché Mmh. se réveillait un peu. C'était plus que, parce qu'au début, c'était un peu des early adopters, Ouais. des entreprises qui OK. voulaient développer une IA, mais genre, Mmh. il Mmh. n'y en avait pas tant que ça, tu Ouais. vois? Mmh. Et depuis 2023, toutes les entreprises veulent se mettre à l'intelligence artificielle Ouais. et donc, voilà. Donc l'offre qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est que, on propose aux entreprises d'être leur partenaire data Mmh. parce que quand tu développes une IA, donc nos clients sont des clients qui souhaitent développer Mmh. des modules d'intelligence artificielle, Mmh. soit dans leur logiciel, soit dans leurs produits, etc. Et en fait, ils ont de la donnée, mais qui n'est pas utilisable. Et donc, ils vont faire appel à nos services Mmh. pour structurer leurs données, enrichir leurs données Mmh. et mettre en place un processus qu'on appelle HITL. HITL, c'est pour Human in the Loop. OK. Ouais. Donc, OK. un processus qui va mêler algorithme et humain Mmh. pour qu'on puisse tester, évaluer en continu l'intelligence artificielle sur des cas qui sont un peu edgy, tu vois, des cas Mmh. qui n'ont pas une bonne précision, pour permettre à l'intelligence artificielle d'être scalée à les clients, tu vois, et aussi d'être mise en production Mmh. en toute sécurité. Parce que, en fait, si tu me balances comme ça un modèle d'IA en production, il va forcément y avoir des cas un peu edge case qui vont pas être pris bien en compte. Mmh. Mais en mettant en place un process HITL, Mmh. du coup, c'est bon. Tu peux gérer du coup ces cas un peu compliqués à gérer pour l'IA toute seule. Tu peux donner un exemple? Oui, alors par exemple,
on va être capable, tu vois, de mettre en place des process HITL sur la détection de vols à l'étalage dans des magasins. Ok. Tu as des flux vidéo, tu vois, qui vont filmer les gens et en Mhm. fait, dans les magasins. Mhm. Et en fait, tu as maintenant des briques d'IA qui viennent se plugger pour détecter s'il y a eu des vols. Ok. Ok. Donc ça alerte plus rapidement parce que ça détecte effectivement qu'il y a un vol. Voilà, c'est ça. Et comment et tout l'objectif, j'imagine, c'est de comprendre sur la vidéo si c'est vraiment un vol ou si c'est juste une personne qui prend un produit d'une manière normale, on va dire. Oui, c'est très différent. Et puis en plus, Ok. Ok. il faut adapter parce que quand tu as, si tu as une alarme, enfin, si tu as Mhm. une alarme une alerte qui arrive Mhm. et que en fait c'était un client qui ne volait pas, c'est quand même Oui. problématique parce Oui. que Oui. tu vas Bien sûr. avoir déjà des clients qui vont plus revenir. Oui. Bon, Bien sûr. donc tu as aussi tout ce threshold qui est pas évident à gérer. Ensuite, on a aussi d'autres cas d'usage dans la mode, par exemple, où on va détecter les tendances de mode sur Mhm. des images. Donc, tu vois, on a fait une taxonomie avec un de nos clients qui fait plus de 20 000 attributs, c'est-à-dire que sur une image, Wow. on est potentiellement capable de reconnaître 20 000 20 000 attributs, donc ok. ça peut être des couleurs, des matières, etc., Mhm. Mhm. en fonction des images. Attends, mais comment du coup, comment ça permet de prédire les tendances? Est-ce qu'on regarde un grand ensemble de photos, par exemple, sur les réseaux sociaux et on essaye de détecter les tendances qui arrivent? Est-ce que c'est comme ça? Alors en fait, il y a plusieurs étapes, J'imagine que c'est plus complexe que ça, oui, mais... mais nous on intervient sur deux étapes. Mhm. La collecte de la donnée, Mhm. donc aller par exemple récupérer des photos, Mhm. soit sur les réseaux sociaux, soit à des événements organisés par des Mhm. clients. Et ensuite, on intervient sur une deuxième étape Mhm. qui est donc de déterminer sur une image des choses qu'une IA toute seule ne verrait pas. Mhm. Notamment ces 20 000 attributs. Ok, Donc c'est vraiment du tagging d'image. ok, Dire, est-ce que sur cette image, on voit quelle couleur, oui. est-ce qu'on voit tel produit. Et ensuite, ces images-là Mhm. sont données à des intelligences artificielles qui Mhm. vont s'entraîner Mhm. et comprendre comment est-ce qu'on reconnaît du Mhm. coup ces attributs qui sont pas reconnus. Et à partir de ça, on va pouvoir mesurer les tendances et leurs évolutions dans les marchés, notamment de la mode, tout ça, enfin, du sport, ça peut être appliqué à beaucoup de choses. Donc ça, c'est un autre cas d'usage Mhm. qu'on développe. Voilà, il y en a d'autres dans les secteurs du retail, donc Mhm. de la mode, comme je disais, mais Mhm. aussi plus industriel. Mhm. Donc tout ce qui va être détection de défauts sur des chaînes de montage, par exemple, Mhm. ou bien détection d'objets sur des images satellites, ou bien des images vidéo type caméra, voilà. Et donc, c'est vos équipes qui vont, par exemple, venir mettre les tags sur les images ou corriger ceux qui sont pas bien détectés. Donc, vous, c'est vraiment this human in the loop qui va aider à bien construire le modèle. Oui, nous, c'est vraiment, on a des humains, on a vraiment des Mhm. experts sur différents Mhm. sujets Mhm. qui vont corriger les modèles, Mhm. aider les modèles à apprendre, tout ça. Parce que tu as donné des exemples dans les secteurs très, très différents. Est-ce que du coup, vous avez des équipes dans les différents secteurs ou vous êtes généraliste? Comment ça... Oui, en fait, on a développé différentes expertises. Ok. Par exemple, pour la mode, je disais, on a des Mhm. designers de mode qui ont fait des écoles de mode, qui ont... Ça, c'est un peu ton secteur de prédilection ici que tu Oui. connais bien. Mhm. Et après, on a des domaines, des profils plutôt Mhm. ingénieurs, Ouais. type pour voilà, des cas d'usage dans les Mhm. manufactures. On a aussi des personnes voilà, de différents profils. Mhm. On a aussi des data scientists qui vont être capables de tous d'apporter une vraie expertise en fonction des cas d'usage sur lesquels on est. Mhm. Mais ça va être, pour la plupart, c'est vraiment manuel. Est-ce qu'aujourd'hui, dis-moi si je comprends bien comment ça fonctionne ou pas, si tu veux développer une IA, tu commences jamais de zéro, mais tu pars plutôt d'un grand modèle existant, que ce soit le modèle de OpenAI ou d'Anthropic ou autre, et tu plagues un peu tes spécificités, ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui commencent from scratch comment ça fonctionne? Oui, alors aujourd'hui, on commence de moins en moins from scratch Mhm. parce qu'il faut savoir que les entraînements from scratch, c'est Mhm. vraiment Oui, coûteux oui, pardon, oui. et très incertain. Mhm. Donc oui, on commence très peu from Mhm. scratch aujourd'hui. Mhm. Par contre, on commence toujours maintenant de modèles qui sont déjà entraînés, Mhm. mais pas forcément fine-tunés, Mhm. c'est-à-dire entraînés sur les cas d'usage spécifiques, Ok. sur les industries spécifiques. Mhm. Et c'est là où pour appliquer une technologie à vraiment un cas d'usage concret, Mhm. on va avoir cette marge de progression des modèles sur laquelle on va opérer principalement.
Mhm. Donc, c'est de l'IA appliquée au monde réel, je dirais. Ok. Et Et si par exemple, tu vois, demain je veux lancer une boîte avec une IA disons, dans le bien-être mental, psychologique. Petite pensée au prochain invité. Et j'ai pas de données. Et j'ai le modèle classique de OpenAI, par exemple, mais je veux faire quelque chose avec ma vision de comment je vois le bon modèle, entre guillemets. J'ai pas de données. Je t'appelle. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on ouais. peut créer les données un peu synthétiques? Est-ce qu'on va aller les chercher quelque part? Comment on va faire? Bah, c'est ça. Dans ce cas-là, tu peux m'appeler. Mhm. Donc, à la fois sur la partie stratégie, parce que j'ai créé une activité aussi de Mhm. stratégie Mhm. data IA, Ok. mais aussi sur la partie production Mhm. avec My Data Machine. Mhm. Et donc, je pourrais t'aider à Mhm. concevoir le modèle de données qu'il va te falloir. Ok. Parce qu'en fait, une IA, ton IA, elle va quand même avoir besoin de comprendre. Donc, c'est le health, c'est ça? Mhm. Mhm. Elle va quand même avoir besoin de comprendre tes différents cas. Oui. Donc, en Mhm. fait, on peut appeler ça une base de connaissances Mhm. ou bien un dataset. Mais Mhm. tu vas devoir à un moment lui dire, OK, on est dans cette situation-là. Et moi, je vais pouvoir t'aider à te donner les goûts de pratique Mhm. pour les good practices Mhm. pour mettre en place une Mhm. base de connaissances qui soit compréhensible par ton IA Oui. et aussi le process à Mhm. mettre en place pour que tu puisses mettre en production, donc partager ton Mhm. IA que tu auras développé, Mhm. tout en t'assurant que, surtout dans un domaine comme la santé, Mhm. où ça peut être, tu as vraiment des cas très dangereux, qui peuvent Mhm. être dangereux si c'est directement aux mains des patients ou Oui. quoi, Mhm. t'assurer que ton modèle est fiable. Tu me fais penser aux dangers qui sont liés à l'IA, justement, et notamment tout ce qui est biais des modèles. Euh, Comment on fait, sachant que justement les grands modèles dont on a parlé, ils sont déjà présents, et même s'ils évoluent tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les biais dans les algos? Il y a toute une partie de data, justement, donc s'assurer qu'on a bien pris en compte tous les cas. Voilà, moi, je cite souvent cet exemple. Quand j'ai testé la reconnaissance faciale, notamment là pour le logiciel de Oui. casting, Mhm. je voyais bien que les images de personnes blanches, Mhm. caucasiennes, Oui. étaient beaucoup mieux reconnues Mhm. que des images de personnes noires, Mhm. asiatiques, Mhm. d'origines diverses. Et bien, bon, alors depuis, ça a changé, hein, j'espère. Bon, là, Ok. je fais pas en ce moment Mhm. d'algorithme avec de la reconnaissance faciale, Mhm. mais je pense que ça a bien changé parce Mhm. que on s'est aperçu de ces biais-là. Mhm. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'un modèle développé par une équipe asiatique, ça aurait été différent. On Mhm. aurait eu Mhm. beaucoup Mhm. plus de facilité sur Mhm. les visages de type asiatique Ouais. que sur les autres. Mhm. Et donc, en fait, ça, c'est lié en partie à la donnée, Mhm. parce que on a entraîné sur des données Bien sûr. qui nous ressemblaient, Oui, auxquelles on bien a sûr, bien sûr. pensé, qu'on avait Mhm. disponibles, Mhm. et on n'a pas pensé à tous les cas. Donc, en fait, Mhm. une grosse partie Mhm. sur les biais, c'est la donnée. Pas seulement, hein, il y a beaucoup d'autres sujets, comme par exemple les procédés d'évaluation, Oui. tout ce qui va être feedback à partir des premiers entraînements. Mais c'est Mhm. vrai que la donnée, c'est le sujet numéro un Oui. pour limiter les biais. Donc là, c'est là où tu peux avoir l'impact avec My Data Machine sur les boîtes avec qui tu travailles, Oui, j'imagine. tout à fait. Mais il reste tout l'ensemble des modèles qui existent et qui nous servent un peu de base aujourd'hui. Quand on parle au quotidien avec ChatGPT ou avec Claude, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour limiter ces biais ou c'est en dehors de notre portée? Déjà, la première chose qu'on peut faire éventuellement, c'est rajouter un script, par exemple sur Claude, et Ah. lui dire Mhm. j'aimerais que tu me Mhm. répondes de telle façon, de telle façon. Ok. Euh, Par exemple, recentrer certaines choses qui peuvent être un peu biaisées. Voilà, donc Mhm. dans Ok. ce texte, Mhm. on peut orienter un petit peu les réponses de Claude. Mhm. Ok. Ça peut être une première étape. Parce qu'on ne se rend pas compte, je pense. Mais si tu demandes à générer une image d'un entrepreneur, par exemple, ce serait probablement un homme blanc d'une trentaine d'années. C'est Juste drôle, hein, comme ça. parce que justement, ça, c'est un test que j'avais bien fait. Ok. Et donc, je sais pas, il y a quelques ans, il y a quoi, 2-3 ans, tu vois, forcément, c'était un mec de 50 ans Ok. blanc. Ok. Et là, franchement, récemment, j'avais refait le Mhm. test Mhm. et j'avais plus cette preuve parce que à Mhm. chaque fois, les Mhm. modèles, les personnes que je générais, il y avait des femmes, il y avait des Ah bah gens c'est bien. Ça de avance. diverses origines et tout. Donc, je pense qu'ils ont repéré le Mhm. problème, mais il y Ok. en a plein d'autres qu'on n'a pas encore repérés. Et c'est Ok. ça le problème Ok. aujourd'hui Oui, c'est ça sur les aussi. biais. C'est une question de comment les repérer aussi, ces biais. Comment on peut faire? Mais justement, tu vois,
ce qui est intéressant, c'est de voir que ChatGPT, ils avaient... je crois que c'était sur ChatGPT, tu vois, que j'avais généré ces images. Ils ont repéré ce problème et ils l'ont corrigé. Donc, la question que tu poses, comment est-ce qu'on fait pour repérer ces biais? En fait, c'est... on n'a pas forcément de réponse, mais c'est la question qu'on doit se poser parce que dès qu'on repère des biais, on peut les corriger, on peut les rectifier. Mais par contre, pour les biais, il n'y a pas vraiment de recette miracle. On peut essayer de mettre en place des grilles d'évaluation pour voir si... mais bon... Donc, on pourrait essayer de mettre en place des process d'évaluation ou bien faire en sorte que les équipes qui conçoivent les modèles soient les plus diverses possibles. Parce que si on a une équipe diverse, ils vont se rendre compte plus facilement « Ah bah tiens, moi je suis pas représentée » ou alors « Mon point de vue n'est pas représenté ». Complètement. Et c'est là où on peut se rendre compte. Un test intéressant aussi que j'avais vu là sur une vidéo d'un créateur de contenu, c'est ils ont essayé de décrypter pour quel candidat votait... Enfin, quelles étaient un peu les opinions politiques de chaque IA aujourd'hui. Ah, ok. Du coup, tu vois, c'est des tests comme ça qu'on pourrait faire, en fait, pour essayer de rebalancer un peu les choses. Très intéressant. Parce que mais je pense que là, on arrive à un autre niveau de biais, c'est que quand tu parles avec l'IA avec qui tu parles tous les jours, il s'adapte tellement à ton profil qu'il va aussi répondre en fonction de ce que tu avais dit avant, probablement. Ouais, sûrement. Toi, tu utilises beaucoup l'IA au quotidien, dans ta vie plus perso Qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi ton stack d'outils? Moi, j'utilise beaucoup l'IA, j'utilise Perplexity, j'utilise Claude. Ok. J'utilise Gemini, j'utilise ChatGPT. Donc ça, c'est en fait... Les 4. C'est quoi tes cas d'usage? Ouais, j'utilise les 4. Et j'utilisais beaucoup Gamma aussi avant. Maintenant, un peu moins parce que Claude permet de s'intégrer directement à PowerPoint ou Slides. Gamma, j'utilisais pas mal pour les présentations. Et en fait, je dirais que tu as un peu deux trucs dans l'IA. Tu as les outils que tout le monde peut utiliser et tu as les softwares qui sont un peu plus poussés. Nous, chez My Data Machine et moi, dans le conseil... Bon, dans le conseil encore, je fais un peu des deux. Mais sur My Data Machine, on est très orienté use case spécifique. Mais après, tu vois, tu as plein d'outils comme ça que moi, j'utilise et qui ont pourtant... Enfin, qui peuvent être utilisés dans beaucoup, beaucoup de jobs. Donc voilà, moi, c'est un peu ma stack. Par exemple, pour faire des benchmarks, on en parlait en interne, on a beaucoup évolué. Avant, on faisait tout le travail manuellement. Maintenant, grâce à Perplexity, tu peux faire des recherches. Ensuite, tu peux améliorer tes recherches avec Claude. Tu peux les challenger avec Gemini. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui avec les IA, c'est que tu peux les faire se challenger les unes les autres. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives un peu à quelque chose de plus probable. Par exemple, tu vois, je peux dire à Gemini, ah ouais, c'est bizarre, Claude m'a dit ça, toi, tu n'as pas mentionné ce compétiteur sur ce benchmark, comment ça se fait? Il le prend pas mal. Et non, ça va, ils le prennent pas mal. Mais par contre, un jour, j'ai eu un truc assez drôle, c'est que, donc là, c'était dans un cas un peu plus tech, parce que j'utilise aussi les IA dans le cadre du vibe coding. Ok. J'ai eu carrément, en fait, j'utilisais Gemini en UI UX designer, et j'utilisais Claude pour développer. Et donc, en fait, Gemini... Et donc, je disais à Gemini, Claude a fait ça et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, à un moment, Gemini... Donc, au début, Gemini me disait toujours, oui, alors, demande à Claude ça, ça, ça. Et après, à un moment, il m'a carrément dit, demande-moi, ce sera plus simple. Voilà, elle a quand même prendre la place du concurrent. Normal. C'était assez drôle comme exemple, ça. C'est inscrit quelque part dans le billet de Gemini. Ils avaient updaté la version, je pense, pendant la nuit. Si jamais on te demande de donner des instructions à Claude, reprends le scope. Et tu as quelques cas d'usage un peu plus de, tu vois, je sais pas, organisation, productivité, des choses perso que tu utilises avec l'IA ou pas trop? Ouais, alors aussi il y a N8N. Oui. Je sais pas si N8N, c'est un outil génial. Qui connecte un peu tous les outils, c'est ça ce qu'ils font? Oui, c'est ça. En fait, avec N8N, tu peux automatiser beaucoup de tâches en connectant avec ton Gmail, ton Drive. Alors, je dis Gmail, mais c'est ta boîte mail, enfin. Avec SAP même. Tu peux connecter avec SAP. Tu peux connecter avec ton calendrier. Tu peux connecter avec des IA comme Gemini, ChatGPT, etc. Et par exemple, on a développé donc, là, en interne des newsletters qui reprennent tous les flux RSS qui nous intéressent. Et donc, tous les matins, je reçois en fait les news sur tous les sujets qui m'intéressent. Okay. Les récaps de tout ce que tu as. Incroyable. Ça, c'est vraiment trop bien. Et le week-end, spécialement sur des sujets comme la recherche en IA ou la recherche en informatique. Parce que j'ai un peu plus le temps normalement le samedi matin, tu vois. Et sinon, les autres jours, des news sur les sujets qui m'intéressent. Et ça, je trouve ça vraiment cool. On l'a développé là sur les derniers mois.
on développe différents outils en interne, tu vois, maintenant avec Lovable aussi, j'utilise par exemple Lovable. Tu peux développer des apps rapidement, franchement, c'est incroyable. Ça se démocratise de plus en plus, en fait, c'est incroyable. J'avais testé Lovable à un moment, j'ai trouvé ça fascinant. Je ne sais pas du tout coder, et je pense que c'est encore un frein, dans le sens où si je savais coder, ça serait encore plus efficace, plus rapide, etc. Mais de toute façon, ça permet de faire des choses que j'aurais jamais pu faire avant, ou ça m'aurait pris 3 mois au lieu de 3 heures. Ouais. Donc c'est effectivement incroyable. Tester, c'est super chouette. Je reviens sur My Data Machine. Tu as commencé à entreprendre en sortant d'école, tu n'as pas travaillé dans les boîtes des autres personnes, donc tu construis comme ça de zéro. Quelles sont des choses que tu trouves difficiles et d'autres plus faciles à l'entrepreneuriat, ou peut-être quelque chose que tu imaginais qui ne s'est pas du tout avéré vrai? En fait, j'avais pas vraiment d'idée préconçue parce que j'avais jamais entendu le mot entrepreneuriat avant de me lancer. Ouais, incroyable. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu d'image à confronter. Mais je pense que la perception qui a changé un peu, c'est que moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, bon alors ok, au démarrage, j'ai lancé ma petite solution comme ça, j'ai eu mes premiers clients. Mais ensuite, quand j'ai lancé ma boîte, tout le monde était très orienté levée de fonds. Et en fait, je crois que j'avais même pas vraiment réfléchi à pourquoi lever des fonds. En fait, pour moi, quand on montait sa boîte, on devait lever des fonds forcément. Et je dirais que oui, c'est très utile. Mais avec My Data Machine, on s'est bootstrappé. Et j'ai bien aimé ce modèle-là aussi. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de lever des fonds. Il faut voir le projet. Donc ça, c'est un point, par exemple, sur lequel j'ai un peu évolué. Maintenant, quand tu regardes les stratégies de prise de marché, aller plus vite que son concurrent, etc., bon, tu es un peu obligé de lever des fonds. Sinon, tu vas prendre du retard ou tu vas pas pouvoir aller chercher le marché parce que tu n'as pas encore optimisé tes coûts et tu n'es pas encore profitable. Mais dans le cas où, comme nous, My Data Machine, on est profitable, bah, tu peux bootstrapper. Ça peut aussi fonctionner et finalement être toujours dans cette course à lever des fonds. Est-ce que c'est forcément ce que tu souhaites? Bon, moi, j'ai un peu évolué, tu vois, là-dessus. J'ai bien aimé être dans un modèle là où je lève pas de fonds. Ça veut pas dire que je lèverai plus jamais de fonds, mais c'est aussi une alternative. Et tu sais faire maintenant, plus que tu as déjà fait avant. Ouais, en tout cas, j'aurais plus de recul et plus d'expérience, exactement, vu que j'ai déjà fait sur un pré-seed. Et après, un autre point, je pense, c'est vraiment la passion. Alors bon, moi, je suis quelqu'un de passionné, ça doit se sentir. Mais je pense que il y a des entrepreneurs peut-être qui se lancent juste pour l'argent, ou juste pour la fame, ou juste pour, je ne sais pas. Mais en fait, quand on lance une boîte, quand on lance une activité, il faut se dire, potentiellement, ça peut durer 10 ans, quoi. Ça peut durer même plus. Donc, est-ce que je suis prêt à être dans ce secteur, dans cette activité pendant une longue période? Ça va pas être que un chemin de facilité. Donc, il faut quand même être content et puis en fait, être heureux, être épanoui. Et aussi, en fait, ça va être beaucoup plus simple de prendre des informations, rechercher sur des sujets quand c'est un sujet qui nous passionne. Là où, si ça te passionne pas, en fait, tu vas le voir comme un travail, ça va être chiant, ça va être lourd, ça va te consommer ton énergie, tu vois. Tu as dit que tu vois, Eva Engine, c'était un peu ton bébé, tu portais ce projet, et My Data Machine, c'était un peu un truc à côté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait lever tous les matins pour aller construire My Data Machine? Alors, My Data Machine, c'est plus un truc à côté. Bien sûr, parce que maintenant, c'est la boîte du coup, que tu portes. Ouais, mais au démarrage, non. Alors en fait, ce que j'ai beaucoup aimé sur My Data Machine, c'est l'aspect multiculturel. L'aspect découvrir l'Inde, parce que moi, je connaissais pas du tout l'Inde. Et ça m'a beaucoup motivée. Et m'apercevoir que dans l'entreprise, j'avais des gens qui grandissaient, qui s'épanouissaient, qui prenaient des responsabilités. Et tu vois, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a fait me lever le matin. Ça me fait me lever le matin même. Je prends par exemple l'exemple d'une de nos principales managers aujourd'hui. Tu vois, elle a démarré avec nous, je crois, en 2021 quasiment, ou 2022, fin 2021, début 2022. Aujourd'hui, c'est une des principales responsables côté Inde. Et elle est directement en contact avec des clients. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Elle s'est acheté un appartement. Enfin, du coup, on lui a permis de s'épanouir dans l'entreprise. Et nous, on est aussi ravis qu'elle soit avec nous. Elle s'appelle Ashmini. Et elle habite à Mumbai. Et en fait, tu vois, ça, c'est vrai que c'est des choses qui me réjouissent et qui me font me lever le matin. Je me dis, bon, bah, c'est super. On arrive à réunir des gens, à les faire s'épanouir ensemble. Et en plus, moi, ça m'a beaucoup apporté la culture indienne parce que dans un monde où on est très individualiste en Europe, et bon, moi, je pense aussi aux États-Unis, en Inde, ils sont très dans le on fait ensemble.
dans le collectif OK. et ça apporte beaucoup de choses, en fait. Surtout, moi, j'étais beaucoup toute seule, tu vois, avec le Mmh. mannequinat. Puis Mmh. quand t'es entrepreneur, t'es un peu seule. Et en fait, là, je me dis, ah, il y a quand même une force à Mmh. être Mmh. plusieurs, être en équipe. Et du coup, ça, je l'ai pas mal appris avec My Data Machine. OK. Quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Mais sinon, aujourd'hui, ce qui me fait me lever le matin, donc j'ai aussi lancé une activité de conseil, Mmh. c'est vraiment d'aider mes clients, Mmh. aider les entreprises en Europe à intégrer les nouvelles technologies d'intelligence artificielle Mmh. et du coup à créer leurs données, Mmh. les aider là-dessus. Parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est pas si simple. Et en fait, on a vraiment développé une vraie expertise là-dessus Mmh. qui peut aider les différents secteurs. Et aujourd'hui, si les entreprises, elles ne se transforment pas, Mmh. elles vont mourir demain. Oui. Donc, il faut vraiment prendre le sujet Mmh. de comment je fais pour optimiser mes process sinon. Mais, et atteindre des plus grands marchés, mieux connaître mes clients. Et Mhm. l'IA peut carrément aider sur ces sujets-là. Mhm. Sinon, en fait, c'est les concurrents qui vont le faire. Et voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça me motive beaucoup parce que je peux découvrir plein d'industries, Mhm. plein de cas différents Mhm. et les aider sur ces sujets-là. Et tu sépares vraiment ces deux activités? C'est ton activité de conseil à côté de My Data Machine? Pas du tout. Ah, OK. En fait, je les sépare pas du tout parce qu'elles sont très complémentaires. Mhm. Et donc là, en fait, quand je disais ce qui me fait me lever le matin, Mhm. finalement, ça touchait les deux activités. OK. Parce qu'en Mhm. fait, mon activité de conseil, justement, je les aide à concevoir leur stratégie. Mais ensuite, avec My Data Machine, on les aide à réaliser, produire, À vraiment faire, oui. produire la donnée et produire le fait que ça fonctionne ensuite. Donc, je dis pas que tous les clients de conseil vont faire du My Data Machine ou tous les clients de My Data Machine ont besoin d'aide sur leur stratégie, non. Mhm. Mais dans les deux pans de l'activité, on les aide. Mhm. Et du coup, les deux me font me lever le matin. Mhm. À la fois My Data Machine et à la fois l'activité plus conseil, stratégie, data IA. Comment tu trouves tes clients pour le conseil? Puisque tu avais dit que sur My Data Machine, au moment d'engouement pour l'IA, les entreprises sont venues vous chercher aussi pour les données et tout ça. Comment tu trouves les clients pour le conseil? Comment par exemple, tu fais concurrence avec des cabinets ou avec des indépendants? Comment tu fais? Alors, plusieurs réponses. Premièrement, il y a eu un peu le même phénomène que sur My Data Machine Ok. où j'ai senti le marché qui venait nous chercher sur la donnée. Ok. Là, clairement, je sens les entreprises qui viennent à moi pour me poser des questions. Et bon, parfois, c'est juste des conseils, tu vois, pas forcément dans mon activité, mais je sens que les gens, ils se posent beaucoup de questions sur les outils d'IA et de data. Il y a aussi des très mauvais chiffres de ROI. Donc, Ouais, sur l'IA, ouais. sur On investit l'IA. beaucoup et ça n'apporte pas tout de suite. Donc j'imagine que c'est très dur de jongler tout ça. Oui, donc c'est très dur de se dire comment je fais. Ouais. Donc ils viennent te chercher. Ouais, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de prospects qui viennent à moi parce que ils voient ce que je fais peut-être sur LinkedIn. Ils ont entendu parler de moi grâce à des clients. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai beaucoup de bouche à oreille, on va dire. Et après, là, en ce moment, je travaille sur la vraiment mise en place d'offres packagées, spécialement soit sur des sujets précis, soit sur des industries précises. Et donc, pour justement avoir une approche un peu plus carrée. Ok. Du coup, super intéressant. Donc, comment tu factures des offres dans le conseil ou chez My Data Machine? Oui. Je viens de voir demain, je dis, Céline, ça y est, je lance un projet. Combien ça coûte d'avoir votre accompagnement? Oui. Alors, sur la production de données, en fait, c'est un montant à la donnée. Oui. Donc, par exemple, à l'image, on a un prix par image Ok. en fonction du temps Et qui a été estimé. qu'il faut... Ah, en fonction du temps, ok. En fonction du temps qui a été estimé à la production de cette image. Donc, ça va être un coût à l'image, un prix à l'image, et avec des quantités minimales pour qu'on sache un peu combien de personnes vous avez besoin, combien de personnes le client a besoin par mois, parce que nous, on va avoir besoin de créer une équipe qui corresponde aux besoins du client. On ne peut pas nous dire, tel mois, on a besoin de personnes, et le mois d'après, on a besoin de 20 personnes. Oui, bien sûr. Ça sent un peu... faut qu'on sache. Donc, c'est ça, donc des coûts à l'image et des quantités minimales. Et c'est quoi le ticket d'entrée minimal? En général, c'est 5 000 € par mois. Ok. Donc voilà, on a un forfait minimal de 5 000 € par mois.
ça reste assez bas dans notre panier Mhm. moyen quand même, hein, 5 000 euros. Ouais. Donc, Mhm. en général, on vise quand même au moins 10 000 euros par Ouais. mois. Mhm. Après, ça dépend des cas. Parfois, justement, quand je vais aider une entreprise Mhm. sur l'aspect conseil, je peux pousser un peu le projet sur la partie production, Ouais. même si on est en dessous de 10 000 euros par mois. Bon, voilà. Mhm. Et sinon, sur la partie conseil, bah, il y a une offre qui était notamment en partenariat avec BPI. Ok. J'ai été reconnue experte data IA Bravo. par BPI France. Ok. Ravie de l'avoir Mhm. été. Et donc, ils ont une offre diagnostic data IA, tu vois, qui Mhm. est pricée, packagée. Ok. Et sinon, justement, mon travail que je suis en train de faire là sur les offres packagées, c'est Mhm. d'avoir voilà, des packages avec vraiment des prix en face. Mhm. Parce que sinon, tu peux toujours facturer en fonction du jour homme Mhm. travaillé. Mhm. Mais c'est quand même intéressant de se dire, OK, avec Mhm. par exemple le diagnostic data IA, Mhm. c'est 13 000 euros, tu vois. Ok. Enfin, Mhm. là, je Mhm. donne les prix du coup de BPI France. Ok. Mais oui, Mhm. je me base principalement sur des prix comme ça, Mhm. des packages à Et la qu'est-ce fin. qui est compris dans le diagnostic, par exemple? Donc, en fait, le diagnostic data IA de BPI France, par Mhm. exemple, Mhm. c'est étudier les cas d'usage Mhm. potentiels de l'entreprise. En Mhm. tout cas, se focaliser peut-être sur les cas d'usage qui viennent le plus fréquemment, poser des questions aux dirigeants, les évaluer en termes de faisabilité technique, ROI, donc investissement, retour sur investissement, et les différentes étapes les quick wins qu'on peut mettre en place dès le Ok. démarrage, tout ça. Très bien. Et ça se fait en 10 jours, du Mhm. coup, donc Mhm. de travail, donc ça peut être fait assez rapidement. Et à Mhm. la suite de ça, déjà, on a une meilleure idée de stratégie pour l'entreprise. C'est vraiment un bon démarrage, c'est quand même assez important Mhm. de cadrer les sujets avant de se lancer direct Ouais. dans le développement. Mais je pense Ça que aide. toi, tu dois bien le savoir aussi chez BCG, même encore mieux. Mhm. C'est vrai qu'on passe quand même toujours par la phase de cadrage et c'est souvent là où nous, on arrive aussi, donc super intéressant. Et si je peux te demander ça, c'est quoi le chiffre d'affaires de My Data Machine aujourd'hui? Alors, sur My Data Machine, on vise 1 million de chiffre d'affaires sur l'année Ok, à venir, là. incroyable, ok. Vous êtes proche enfin, du Ouais, coup, en franchement, c'est 2025, une c'était combien? target accessible. Mhm. On est normalement, voilà, c'est un chiffre d'affaires qu'on peut viser pour l'année Ok, prochaine. ok, incroyable. Bravo. Et vous êtes combien déjà dans l'équipe? Alors, ça dépend un petit peu comment tu comptes, parce qu'on Ok. a, par exemple, tu vois, pour les captures de photos, on a des Mhm. photographes un peu dans 25 pays du monde. Ouais, ok. Donc, bien sûr, c'est pas des Euh, gens qui sont tout le temps avec vous et qui vous faites appel, mais ok. ouais, mais on est quand même assez nombreux. Mhm. Tu vois, on peut compter de différentes façons, mais en gros, on est plus de 80 personnes si tu comptes voilà, les personnes qui sont aussi en externe. Mhm. Voilà. On a aussi des partenaires de développement, donc Ok. mm, différents types de profils. Et en tout cas, puis on a une équipe très soudée, tu vois, Mhm. d'une petite dizaine de personnes qui sont là depuis le début et Mhm. qui permettent d'avoir vraiment une vibe conviviale, je dirais, Ok. qui soude les équipes. Ok. Mm. Une grande équipe déjà et 1 million de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Tu as mentionné le fait que vous aidez beaucoup les entreprises en Europe, ce qui amène à la question de la souveraineté qu'on se pose beaucoup en ce moment. Est-ce que tu penses que on pourrait avoir de la souveraineté européenne sur l'IA? Oui, j'y crois tout à fait. Après, c'est vrai que la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, elle va jusqu'aux matières premières. Ouais. Donc c'est quand même très complexe. Mm. Mais en fait, là, j'y crois parce que je vois que c'est possible de créer des solutions européennes qui Mhm. fonctionnent. Mhm. On a un bel exemple dans l'État français qui est la messagerie de l'État. Alors en fait, Ok, la je messagerie de connais pas du l'État, tout, c'est quoi? CHAP, Ok, donc l'État français s'est dit on veut une messagerie souveraine. Et en ok, fait, eux, ils se sont dit il faut que ce soit sur des data centers souverains, oui. il faut que ce soit une solution souveraine. Mhm. En Mhm. fait, ils ont vraiment regardé toute la chaîne et ils y Mhm. sont arrivés, tu vois. Ok. Je crois qu'ils ont plus de 300 000. Enfin, alors, je regardais les chiffres du coup, Mhm. plus de 300 000 utilisateurs, mais en même temps, j'ai aussi vu des sources qui disaient 600 000. Oui, Donc, je me demande si ok. c'est utilisateur actif. Voilà, mais en Mhm. tout cas, Mhm. c'est quand même beaucoup d'utilisateurs. Ok, Donc, eux, ils y sont arrivés. Après, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux que l'État, tu oui, vois, oui, d'avoir une messagerie souveraine, oui. mais c'est possible. Mhm. Il y a aussi les data centers, tu vois, qu'on peut utiliser en France, en Europe. Mhm. Aujourd'hui, on a de plus en plus de cas d'entreprises qui veulent utiliser en priorité des solutions européennes Oui. et françaises. Mhm. Après, bon, il y aura toujours la concurrence internationale Oui. et c'est normal. Mhm. Mais on peut faire le choix aussi d'utiliser des solutions performantes en France, en Europe. Donc oui, j'y crois. Ok, On est peut-être un petit bien. peu en retard, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et Mhm. on voit des belles entreprises qui sont en train de naître ou qui sont en train de grandir. Bon, il y a Mistral, Oui.
Voilà, il y a d'autres entreprises aussi. Il y a eu la Mmh. levée de fonds, de, Yann Lequin Ouais. avec, Ami Labs et Mmh. il y en a d'autres. Il y a Mmh. Probable avec, Scikit-learn. Mmh. Voilà, il y a des entreprises en Europe, en France, qui sont, en train de grandir, qui se lèvent, voilà. Incroyable, tu es optimiste? C'est Ouais, sinon je serais pas mmh. entrepreneur, je Oui, pense. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, du coup, tu es aussi optimiste sur globalement l'utilisation de l'IA et comment ça va changer notre quotidien? Que ce soit, l'éducation, est-ce qu'on deviendra, plus bête, ou pas? L'éducation, l'apprentissage, l'emploi, quelle est ta vision, Ouais, je pense que bah, moi, je suis plutôt optimiste, Mmh. exactement. Mais en fait, je vois toute l'évolution qu'on a eue, les humains, l'humanité, depuis, Mmh. bah, des milliers, millions d'années, voilà. Mmh. En fait, on voit petit à petit, toutes les choses qu'on a pu faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gros challenges qui sont pas résolus, que ce soit sur la santé, sur, l'univers. Il y a beaucoup de choses où avoir une technologie qui nous Mmh. permet de calculer mieux, d'aller plus vite, d'avoir, des algorithmes plus performants, nous permettre de résoudre des problèmes. Je crois Mmh. qu'il y a même Mmh. un problème, mathématique qui a été résolu il y a pas longtemps par Oui. une IA. Mmh. Mmh. J'ai pas le nom là, Mmh. si tu l'as, je sais pas, mais Et j'ai pas le nom, mais effectivement, j'ai entendu, mes collègues passionnés de l'IA parler de ce sujet. Donc effectivement, on résout de plus en plus vite les problèmes complexes, des challenges, scientifiques, tout ça, c'est sûr que, ça nous aide, ça nous accélère aussi dans notre intelligence, espérons. ouais, Hem, exactement. Donc moi, je pense qu'il y a plein de challenges aujourd'hui qui ont pas de réponse mmh et du coup, bonne nouvelle, on a un outil puissant qui va mh. nous aider à y répondre. Mmh. Maintenant, ça va changer beaucoup de choses. Il y a Mmh. beaucoup de choses qui vont être chamboulées, voilà, Ouais. les emplois, ça va être transformé, Mmh. ça va être très différent, mais en fait, il y a plein de trucs Mmh. qu'on faisait avant, maintenant qu'on va pouvoir déléguer. Mmh. Hem, des trucs parfois bêtes et des Ouais. trucs parfois, Mmh. très importants pour Mmh. Mmh. le futur de l'humanité. Mmh. Bien sûr, ça a aussi, des risques, hein, donc Ouais. on va petit à petit réussir à les contrôler, de Mmh. mieux en mieux. Mmh. Par exemple, tu vois, le mannequinat, on voit de plus en plus, des entreprises qui proposent, de faire, les mannequins, digitaux, créer des images sans faire appel, aux mannequins. Ça aussi, ça c'est un exemple aussi d'impact, j'imagine, comment l'IA révolutionne aussi la mode, Ouais, bah, si on prend le secteur de la mode et plus Mmh. précisément Ouais. l'industrie du mannequinat, Mmh. ce que je pense aujourd'hui, c'est que on aura toujours besoin d'avoir des vrais humains qui Mmh. sont des mannequins. Ouais. Pas sur tous les jobs, Mmh. peut-être pas sur les campagnes e-commerce qu'on Mmh. voit sur Ouais. Mmh. Topshop. Ouais. Et encore, je sais pas si Topshop, mais bon, je sais que pour le e-commerce, Mmh. bon, ça va. Il y avait des jobs en Mmh. e-commerce, c'était chiant, c'était Mmh. super cher pour les marques. Ouais. Pendant la journée, je me souviens, j'ai fait quelques trucs de e-commerce Mmh. pour Calvin Klein une Mmh. fois. Bon, après, pour des marques où c'était pas vraiment du e-commerce Mmh. standard non plus, tu vois, Mmh. bon, ça va, mais je suis sûre qu'il y a des jobs de e-commerce standard Mmh. où Mmh. il y a des filles qui doivent mettre des centaines de vêtements. Oui. Imagine en une journée, moi je sais que j'ai déjà fait des journées à 50 looks, Ouais. c'est Ouais, beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Mmh. Chaque look, tu dois le prendre sous les mêmes coutures. Mmh. Tu dois être naturel à chaque fois. Le photographe, il fait la Mmh. même chose à chaque fois. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment optimisable. Et Mmh. après, il y a Mmh. d'autres jobs, genre les défilés, Mmh. toute la partie show, la partie vraie, en fait. Mmh. Et les consommateurs, ils sont aussi à la recherche de l'authentique. OK. Et donc là, je pense qu'on est obligé de prendre des humains. Et Mmh. donc, ce job-là, et j'en parlais avec le directeur de l'agence The Clos Mmh. cette semaine, Guillaume Proust, Mmh. et on disait, en fait, il y aura toujours un segment qui sera peut-être modifié dans sa taille, Mmh. mais qui existera de Ok. vraies personnes. Oui. Maintenant, il y a plein d'usages qui vont être transformés. Aujourd'hui, chez Zara, il y a une clause qui s'appelle la clause IA qui est mise en place dans les contrats, Mmh. où ils peuvent réutiliser les images des mannequins sur des poses différentes, Mmh. des shoots différents. Mmh. Donc il y a des nouveaux usages et qui vont faciliter et transformer Mmh. les choses. Mais franchement, je sais pas qui avait envie de faire un shooting de e-commerce. OK. Voilà. Ouais, OK, je comprends. Je pense que ça va recentrer sur l'humain, l'authentique, D'accord. Mmh. les moments où on a vraiment besoin de ça, Mmh. et ça va faciliter sur plein d'autres cas d'usage. D'ailleurs, l'authenticité, c'est un autre, sujet. L'IA peut générer beaucoup de faux. Comment on fait pour, mieux reconnaître? Est-ce que
Ça fait partie des dangers, des risques, ou est-ce que tu vois ça aussi d'une manière optimiste, qu'on va de mieux en mieux peut-être détecter ce qui est faux et ce qui est vrai? Ouais, ça fait partie des risques, tout à fait, Mhm. selon moi. Mais comme tu dis, je suis aussi optimiste et je pense qu'on va réussir à reconnaître de mieux en mieux, soit par des IA, Mhm. soit à l'œil nu, même si ça paraît quand même assez difficile. Tu Mhm. peux le faire maintenant, justement, parce que Mhm. c'est pas encore assez bon, mais petit à petit, ça va être Ouais, de plus en plus dur. oui. Mhm. Donc, on va reconnaître, tu vois, peut-être grâce à une IA qui va venir authentifier les contenus, tu vois, où on verra. Mhm. Et par contre, tu vois, c'est marrant parce qu'il y avait la traîne un peu sur les réseaux, justement, des images pas parfaites. Mhm. Oui, Je sais oui. pas si tu l'as vu, tu vois. Je pense que j'ai vu, par exemple, les créatrices de contenu, les influenceuses, mettre les images plus vraies. Disons que là, voilà, c'est une image filtrée où je prends un certain angle ou certaines postures et une autre, et je suis toujours la même personne. J'ai toujours le même poids et le même corps, mais voilà, c'est juste, ça a l'air d'être très différent. Ouais. Et ça permet aussi de relativiser et de sortir de cette vision complètement idéalisée, notamment par exemple de corps féminin. Enfin, les réseaux sociaux nous imposent des images tellement parfaites que je pense qu'on a aussi envie de voir quelque chose de plus authentique. Ouais, carrément. Donc, grâce à l'authenticité, sûrement qu'on arrivera à dire aussi si un contenu est vrai ou faux. Est-ce que, je pense que de toute façon, il n'y en a pas encore assez des femmes dans ce domaine. Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui ou est-ce que tu as vécu des moments plus difficiles en étant femme fondatrice? Bah, moi, je me sens bien, honnêtement. Mhm. En plus, en ce moment, on a quand même beaucoup de chance parce que, en France en tout cas, Mhm. parce que il y a beaucoup plus d'attention portée sur la diversité Mhm. que je pense avant. Donc, ça m'arrive régulièrement d'être invitée et de me dire bon, bah, j'ai de la chance parce que en soi, je vois que je suis invitée parce qu'ils Mhm. cherchaient des femmes, ils Ok, ont un peu du ok. mal à trouver des Ouais, femmes. ok, Donc, moi, c'est ok. plutôt à mon avantage, je Avantage. dirais, Mhm. parce que Mhm. tu vois, Oui. régulièrement, je suis invitée sur des plateaux parce que justement, peut-être qu'ils avaient un peu Mhm. du mal à trouver des femmes. Et je me dis, Ah, ah bah cool, au moins j'ai été invitée, tu vois. ouais. Mhm. Mais après, et en fait, moi, je me sens bien parce que je sens que on me laisse ma place, tu vois. J'ai l'impression que j'ai ma place. Mhm. Et je pense que bah, toute femme aurait sa place aussi. Mhm. Après, il faut peut-être bah, se lancer, et voilà. Mais franchement, je me sens bien. Après, c'est Mhm. vrai que des fois, tu as toujours ce filtre un peu de te dire alors, je suis la seule femme, il y a que des hommes de 50 ans autour de moi, comment ça se fait? Mhm. Mais bon, en fait, au final, si tu parles, que tu as des choses intéressantes à dire, que tu fais Mhm. des choses intéressantes, que tu es passionné, que tu es Mhm. à ta place, ben, tu vois, il y a pas de raison que tu Mhm. sois pas reconnue comme étant à ta place. Et moi, c'est plutôt ce que je vis en ce moment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peu d'entrepreneurs femmes dans l'IA. Mhm. Oui. Donc voilà, ça reste assez rare, mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Pourquoi Mhm. pas, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider plus de filles tu vois, oser s'intéresser comme toi à l'époque aux mathématiques, aux algos, aux machines? Ouais, bah, je pense que c'est en parlant justement. J'ai lu le livre de Marion Carré, Qui a voulu effacer Alice Lecoq. Ok. Et en fait, Alice Lecoq, c'était une pionnière de l'intelligence artificielle Mhm. et à un moment, s'est posé la question d'effacer sa page Wikipédia Mhm. et parce qu'en fait, il y avait pas assez, de sources Mhm. secondaires, alors que Wikipédia, ils ont les sources secondaires, les sources primaires d'existence et de preuves, de ce qu'avait fait Alice Lecoq, Mhm. qui est une des pionnières de l'intelligence artificielle. Donc pourquoi on l'effacerait, en fait? Donc moi, ce que ça me fait me dire, c'est: «Bon, bah, je vais être encore plus audible et encore plus, bah, présente» parce Mhm. que justement, après on se dit: «Il y a pas de femmes dans ce secteur». Ouais. C'est juste que les femmes, peut-être, sont moins entendues ou Mhm. parlent Mhm. moins. Donc je me dis encore plus pousser l'aspect, bah, image, publique, communication aux jeunes générations parce que, finalement, c'est pas forcément, heu, bah, évident, il y a pas beaucoup de femmes et du coup, le fait de le faire, enfin là, je parle plutôt pour moi, Mhm. j'espère que ça va inspirer, des plus jeunes, se dire, «On y va» Mhm. et même pas que des jeunes femmes, mais aussi Mhm. des jeunes, hommes. Oui, je Mais vois. ouais, pour, j'y crois, je pense Mhm. il faut y aller et y croire aussi. Il y a des figures comme ça, que ce soit hommes ou femmes, qui t'ont inspiré et qui t'ont laissé penser ok, en fait, c'est possible, j'y vais. Oui, alors, c'est dans différents secteurs, tu vois? Mhm. Mais en travaillant dans la mode, j'ai pu Ouais. rencontrer, par exemple, Victoria Beckham,
Mmh. Heu, Comment il est d'ailleurs si tu l'as rencontré? Bah, j'ai beaucoup apprécié, la Mmh mh. rencontrer donc Mmh. bon, j'ai rencontré en tant que mannequin. Moi, j'ai Oui. travaillé, j'ai ouvert et Mmh. fermé le défilé Victoria Beckham. Ouais. J'ai fait, beaucoup de enfin, j'aimais beaucoup cette marque Mmh. et j'apprécie toujours cette marque Mmh. maintenant. Donc j'ai pu la rencontrer et travailler avec elle dans ce Mmh. cadre-là Mmh. et ça m'a beaucoup inspirée, en fait. Je me suis Mmh. dit: «Bon, bah, elle y croit, elle veut créer sa marque». Enfin, elle avait Mmh. déjà créé sa marque, mais elle crée des vêtements à son image et Mmh. à l'image de ce qu'elle veut apporter dans le monde et en fait, ça ouais, ça m'a beaucoup inspirée. Après, j'ai trouvé que oui, elle avait beaucoup de talent donc voilà, c'est vrai que pouvoir voir des femmes qui réussissent et en Mmh. plus, quand je l'ai vue, je crois que c'était le moment où sa marque, elle allait pas si bien que ça, niveau Mmh. financier. Mmh. Maintenant, ça va mieux, Mmh. il me semble. Bon, je suis pas allée vérifier, tous ces Mmh. chiffres, mais Mmh. il me semble qu'ils ont trouvé un super CEO qui a bien redressé l'activité et tout ça Trop bien. et en tout cas, tu vois, ça m'a inspirée. Je me suis dit: «Waouh, elle dégage quelque chose, Mmh. d'extraordinaire et elle croit à ce qu'elle fait, elle travaille et c'est vraiment elle qui est là, en train de créer les vêtements», tu Mmh. vois? C'est pas juste, elle a donné son nom, à la marque. Donc Mmh. j'ai trouvé ça inspirant et Mmh. j'adore, aussi, l'esprit de ses collections. Mmh. J'ai rencontré aussi, Tory Burch qui est en fait, une créatrice américaine Mmh. et aussi très dans l'empowerment, féminin. OK. Donc mais après, tu vois, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont Mmh. inspirée, des hommes aussi, tu Mmh. vois? Par exemple, le premier entrepreneur que j'ai Mmh rencontré, mh. Mmh. aux États-Unis aussi, j'avais rencontré un entrepreneur qui avait créé une boîte dans l'informatique. Mmh. Ça m'inspirait aussi, tu vois? Je me Mmh. disais: «Waouh, c'est possible de le faire, donc let's go», tu vois? Mmh. Mmh. C'est pas, trop tard aujourd'hui de se lancer, dans l'entrepreneuriat dans l'IA, à ton avis? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore, beaucoup, beaucoup de choses à venir, Mmh. beaucoup de projets à construire Mmh. et finalement, quand on a une passion, quand on est intéressé par un sujet, on trouve forcément, un positionnement marché qui peut être intéressant Mmh. parce qu'on va chercher un peu, les nouveautés, ce qui se fait pas encore et enfin, parce que moi, je suis très dans l'innovation Mmh. et je pense qu'après, il y a beaucoup de façons de créer une entreprise qui soit même pas forcément dans l'innovation, mais ça peut être, d'autres types d'innovation en utilisant l'IA, enfin, voilà, je veux dire, le champ des possibles est ouvert. Mmh. Après, on est dans un monde, qui change très vite, Ouais. donc maintenant avec, Google, et cetera, tu peux vite te retrouver à développer une solution Mmh. qui après Très reprise, est en concurrence, mmh. Mmh. directe avec Mmh. un des géants et là, tu es Ouais. plutôt mal. Mais Mmh. c'est pour ça, Mmh. moi, je dirais plutôt viser des niches, Mmh. il y a des domaines, des besoins assez spécifiques Mmh. pour, Ah, c'est intéressant. Tu vois des niches où tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à construire qui sont pas encore, moi, j'irais plutôt sur développées? une niche si je Ouais, voulais créer, une solution d'IA. OK. Parce que, je me dirais que, Google, les géants vont viser plutôt des gros Ouais. marchés, Mmh. là où viser des niches, ça peut rester pertinent, Mmh. à mon Mmh. sens. Ouais, Et je puis il faut dirais aller vous plutôt des voir niches. pour le set des données. Ouais, Bah, exactement. OK. On Trop parle, bien. de données avec My Data Machine. J'ai une dernière question que j'aime beaucoup poser à tous mes invités. C'est, qu'est-ce que c'est qu'une bonne journée pour toi, Céline? Qu'est-ce qu'une bonne journée? Du coup, j'ai un peu 2 types de bonnes journées, je dirais. OK. J'ai les bonnes journées où j'ai rencontré plein de gens, Mmh. j'ai été à des événements, j'ai par exemple fait un podcast, Mmh. ça peut être très sympa, le côté, rencontre, discussion, écoute, découverte et après ça peut aussi être une journée très productive où, j'ai pas forcément vu beaucoup de gens, mais j'ai réussi à avancer sur des sujets qui me tenaient à cœur ou alors fait des recherches sur des sujets qui me Mmh. tenaient à cœur et Mmh. ça peut être aussi vraiment sympa. Je me souviens, du premier jour où, j'ai découvert, N8N. Je suis passée, en fait, c'était pas une journée, c'était genre une Mmh. semaine. J'ai passé genre une semaine à tester, Ah tester, tester. incroyable. OK, C'était des OK. super journées. Mmh. J'ai adoré, mais après, voilà, j'adore, aussi rencontrer des gens donc en fait, je trouve vraiment mon Mmh. équilibre entre, Mmh. avoir des temps, de qualité où je vais focus, mon énergie et mes recherches sur des sujets, assez, profondément et rencontrer des gens, Mmh. être à l'écoute, parler, écouter, voilà. Trop bien. Eh bien, je te souhaite une très bonne journée aujourd'hui, une bonne journée de samedi et un bon week-end et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps, pour, répondre à toutes mes questions. Avec plaisir, Anastasia. Je te souhaite aussi une très bonne journée et un très bon Merci. week-end. Merci encore pour Merci. l'invitation. Avec plaisir, merci. Bientôt. À bientôt.